Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer les plaquettes de frein d'une Boxster 986. La première étape est de mettre la voiture sur un cric pour enlever la roue. Le point d'appui du cric est ici. Positionnez-le en dessous, puis soulevez la voiture. Les roues arrière peuvent être bloquées par le frein à main, il est donc très facile de desserrer les goujons lorsqu'elle est en l'air. En revanche, la roue avant n'est pas bloquée. Par conséquent, la roue tourne quand on essaye de desserrer. Pour éviter ce problème, avant de mettre la voiture sur le cric, il faut desserrer très légèrement les boulons, juste un tour, pour dégripper. L'écrou anti-vol est situé dans le coffre avant, au niveau de la roue de secours, dans la poche à outils. À présent qu'on a l'écrou anti-vol, on va pouvoir desserrer légèrement les 5 boulons avant de soulever la voiture avec un cric jusqu'à ce que la roue décolle. Dévissez ensuite les 5 boulons complètement, puis retirez la roue. N'oubliez pas de mettre la roue sous la voiture pour sécuriser au cas où le piston du cric lâche. La vue étant dégagée, on va pouvoir inspecter l'état des plaquettes. Normalement, il faut contrôler l'usure tous les 15 000 km. Elles doivent avoir au minimum 2,5 mm d'épaisseur. Épaisseur qu'il faut mesurer entre ces deux points. Si vous allez au-delà de cette limite des 2,5 mm, le disque va commencer à attaquer le câble du contact d'avertissement du témoin d'usure des plaquettes et du coup, vous aurez un voyant d'avertissement qui s'affichera sur votre tableau de bord. Pour résoudre ce problème, c'est très simple, il faut remplacer tout le câble pour un tarif de 9 € PS. Ainsi, le voyant s'éteindra tout seul. Avant de remplacer les plaquettes, on va aussi mesurer l'état d'usure du disque. Pour cela, il faut mesurer l'écart ici. Sur une 2,5 litres et une 2,7 litres, l'épaisseur du disque doit être au minimum de 22 mm devant et 18 mm derrière. Pour les 3,2 litres, c'est 26 mm devant et 22 mm derrière. Comme le disque est encore bon, on peut se limiter au remplacement des plaquettes. Pour enlever les plaquettes, on va commencer par retirer ce clip avec une pince. Maintenant que la tige de maintien n'est plus retenue par le clip, on va pouvoir la retirer en tapant délicatement dessus à l'aide d'un marteau et d'un tournevis. La tige étant retirée, il va falloir enlever le câble du témoin d'usure qui gêne l'extraction du ressort. Déboîtez l'extrémité du câble du contact d'avertissement d'usure en appuyant sur chaque côté avec un petit tournevis plat, puis déboîtez le câble du ressort. Une fois que c'est fait, plus rien ne retient le ressort, vous pouvez le retirer. Comme les nouvelles plaquettes peuvent mesurer jusqu'à 9 mm de plus que celles que l'on va retirer, il va falloir faire de la place pour pouvoir les glisser. Alors, avant de retirer les vieilles plaquettes, on va d'abord les écarter pour les coller au maximum contre les parois de l'étrier de frein. Ainsi, on va libérer de la place pour les nouvelles. Alors, normalement, les pros utilisent un outil spécial pour écarter les plaquettes. Mais pour limiter les frais, je vais utiliser une simple pince en prenant soin d'emballer l'étrier dans du tissu pour protéger la peinture. Bien entendu, la pince est moins pratique que l'outil dédié car non seulement on est obligé de procéder en deux temps en serrant d'abord la première plaquette puis la seconde, mais aussi parce qu'il faut faire preuve d'un peu de force. L'autre problématique, comme on peut le voir, c'est que lorsqu'on resserre la seconde plaquette, la première a tendance à revenir à sa place. Il faut donc maintenir avec la main la première plaquette tout en serrant la seconde. Pour se faciliter les choses, on peut aussi ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein pour avoir moins de pression. Mais ça implique qu'il ne faut pas oublier de le refermer. Pour ceux qui n'ont pas envie de jouer de leurs muscles avec la pince, il existe une autre alternative qui consiste à prendre deux serre-joints avec un embout en caoutchouc. L'avantage, c'est que quand vous pressez la seconde plaquette, la première ne revient pas à sa place. À présent que chaque plaquette a été repoussée, on peut les retirer. Une fois sortie, on peut déclipser plus facilement la tête du contact de témoin d'usure. Si jamais la tête est abîmée ou cassée, il va falloir remplacer tout le câble. Pour débrancher l'ancien, il va falloir aller à la prise qui est ici. Mais avant cela, il va falloir libérer le câble qui est attaché en deux endroits. Enlevez le premier clip qui est près des plaquettes, puis retirez le câble de sa seconde attache qui est derrière. On peut maintenant débrancher la prise en commençant par déclipser le verrou métallique. Comme elle n'est plus verrouillée, il vous suffit de tirer la prise, puis de remettre le nouveau câble. N'oubliez pas de verrouiller à nouveau et de remettre les deux clips situés derrière. Avant d'insérer une nouvelle plaquette, on va jeter un coup d'œil dessus. Selon les modèles, le jeu de 4 plaquettes va vous coûter entre 90 et 110 €. En théorie, sur une 2,5 litres et une 2,7 litres, les plaquettes sont censées faire 11 mm d'épaisseur devant et derrière, alors que sur une 3,2 litres, c'est 12 mm d'épaisseur devant et 10,5 mm derrière. Pourtant, sur mes plaquettes neuves, j'ai 1 mm de moins devant et 0,5 mm de moins derrière. Cette épaisseur en moins n'est pas anodine. Cela représente une durée de vie réduite de 10,5% à l'avant et de 6,25% à l'arrière. Cela dit, ne voyons pas le mal partout, cela ne vient pas forcément d'une volonté du fabricant d'emboîter son client, cela peut éventuellement venir d'une tolérance de fabrication ou encore d'une volonté de faciliter le passage des plaquettes lors du remplacement. Mais bon, j'exclus pas non plus que c'est peut-être une façon comme une autre d'augmenter sa marge. Cette parenthèse sur l'épaisseur des plaquettes étant terminée, on va pouvoir les installer. Mais avant cela, il faut s'assurer qu'on a les bonnes. Pour cela, on va comparer les anciennes avec les nouvelles. Comme on peut le voir, tout est en ordre, elles sont identiques. Avant de les mettre dans l'étrier, il va falloir les préparer.
Certains pulvérisent de la graisse anti-grincement sur la surface qui est en contact avec les pistons pour limiter le bruit et l'usure. D'autres utilisent de la graisse en tube qu'ils étalent sur la surface avec le doigt. Comptez environ 12 € pour la bombe et 17 pour le tube. Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quelle graisse. Il faut utiliser des graisses spéciales frein capables de résister à de hautes températures allant au-delà de 1000 degrés. Par exemple, la graisse que j'ai utilisée peut tenir jusqu'à 1400 degrés, ce qui évite aussi que les pièces se soudent entre elles en cas de surchauffe. Soyez aussi très attentif à mettre cette graisse sur la surface métallique et non sur la surface de friction. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à vous arrêter. On va aussi mettre un peu de graisse sur les points d'appui latéraux des plaquettes en veillant bien à ne pas déborder sur la zone de frottement. Maintenant, on peut glisser les plaquettes dans leur emplacement, l'une après l'autre. Puis, on remet en place le ressort. Ensuite, passez le câble dans l'encoche de l'étrier, puis enfichez la première tête de témoin d'usure dans la première plaquette, clipsez dans le ressort le câble, puis enfichez la seconde tête de témoin d'usure dans la seconde plaquette. Remettez à présent la tige de maintien en faisant bien attention de mettre le trou vers le haut pour pouvoir ensuite passer le clip de verrouillage. Poussez bien la tige jusqu'à la butée, puis remettez le clip de verrouillage. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Avant de pouvoir s'attaquer au frein d'une autre roue, il va d'abord falloir remettre de la pression dans les pistons de l'étrier pour repousser les plaquettes contre le disque. Pour cela, entrez dans l'habitacle et pressez plusieurs fois de suite sur la pédale de frein jusqu'à obtenir de la résistance. Il faut faire cette opération entre chaque changement de plaquette, car si vous repoussez les plaquettes des 4 roues en même temps sans remettre les pistons dans leur position d'origine à chaque fois, le liquide de frein des pistons va remonter dans le réservoir, ce qui risque de le faire déborder. Puisque l'on a accès au disque de frein, on va en profiter pour enlever les poussières qui se sont accumulées dans les trous, ce qui va améliorer le refroidissement. Notons que cette opération de nettoyage ne concerne que les possesseurs de 3,2 litres, car si vous avez une 2,5 litres ou une 2,7 litres, vos disques de frein ne sont pas perforés. Maintenant, vous pouvez remonter la roue en veillant bien à serrer les boulons de façon croisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'un boulon est mis, il faut mettre le suivant de façon diamétralement opposée. Par exemple, on met le premier ici, le suivant là, le troisième ici, le quatrième là et le dernier ici. Commencez par visser les premiers tours à la main pour être sûr de ne pas fausser le pas de vis. Théoriquement, ça ne doit pas forcer. Puis, vissez doucement jusqu'à ce que ça bute. Une fois que les 5 boulons sont serrés sans trop forcer, prenez une clé dynamométrique, réglez le couple de serrage à 130 Nm, puis serrez le premier jusqu'à entendre un cliquetis qui vous indique que c'est bon. Ensuite, serrez celui qui est diamétralement opposé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 5 boulons soient faits. Comme l'écrou anti-vol est plus fragile que les écrous normaux, vous pouvez ne le serrer qu'à 110 Nm si vous voulez éviter de le casser au desserrage. Si vous êtes sur les roues arrière, comme les roues sont bloquées par le frein à main, vous pouvez serrer quand la voiture est encore sur le cric. Si vous êtes sur les roues avant, après avoir serré légèrement, il va falloir descendre le cric un tout petit peu pour que le pneu entre en contact avec le sol avec suffisamment de pression pour bloquer la rotation de la roue. Ensuite, serrez les 5 bougons à 130 Nm, puis descendez le cric et enlevez-le. Voilà, la première roue est faite, il ne reste plus qu'à reproduire la même opération encore 3 fois. Mais avant de vous lancer, il est bon de préciser certains points. Alors ça pourra paraître évident à beaucoup d'entre vous qui êtes habitués à bricoler des voitures, mais je sais par expérience qu'une partie de mon public est composée de néophytes. Il est donc bon de rappeler certains éléments de base. Le premier, c'est qu'il ne faut jamais remplacer les plaquettes d'une seule roue, sinon le freinage ne sera pas uniforme. Il faut remplacer les plaquettes par paire de roues, les 2 de devant, les 2 de derrière ou encore les 4 roues en même temps. Le second point à savoir, c'est que vos plaquettes de frein n'atteindront leur meilleur coefficient de friction qu'au bout de 250 km environ. Durant ce laps de temps, il vaut mieux éviter de faire des freinages d'urgence dans la mesure du possible. Il va être temps de faire un tour sur la route, mais avant, on va vérifier que la pédale de frein réagit correctement. Une fois que vous avez pompé avec le pied jusqu'à avoir de la résistance, allumez le moteur. Normalement, l'assistance au freinage doit s'enclencher et la pédale de frein doit s'enfoncer un peu plus. Maintenant, on peut faire un tour pour s'assurer que la voiture freine correctement. Avant de conclure, j'aimerais aborder un dernier point. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas que les plaquettes ou le disque à changer. Le liquide de frein s'abîme aussi avec le temps. Il peut absorber l'humidité et devient alors moins performant. En théorie, il faudrait le remplacer tous les 2 ans. Si vous n'avez pas l'option Traction Control ou l'option PSM, le remplacement du liquide de frein est une opération que vous pouvez faire vous-même. Mais attention, les freins doivent être purgés dans un certain ordre. Arrière droite, puis arrière gauche, et ensuite avant droite, puis avant gauche. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de mettre en rade l'ABS. Si vous avez l'option Traction Control ou l'option PSM, c'est-à-dire un de ces 2 interrupteurs sur le tableau de bord, attention, pour purger le système de frein, il faut impérativement utiliser une valise de diagnostic Porsche pour enclencher la procédure de purge et ouvrir les vannes. En clair, sur ce coup-là, il vaut mieux s'abstenir de le faire soi-même et confier cette opération à son concessionnaire pour éviter de se retrouver avec un freinage défaillant. Voilà, maintenant vous pouvez changer vous-même vos plaquettes pour un tarif allant de 112 à 130 €.
Mais gardez bien à l'esprit que même si la procédure est simple, elle ne tolère pas le moindre oubli. Car contrairement au précédent tutoriel que j'ai fait, cette fois-ci c'est votre sécurité qui en dépend. Alors soyez très méticuleux et lancez-vous. Allez, à la prochaine!